parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette première de la semaine des Grandes Gueules, l'équipe au grand complet, c'est le tout ravissement pour nous de vous servir encore ce matin, vous apporter notre contribution à la compréhension des faits qui ponctuent votre actualité, notre actualité, l'actualité nationale. Vous êtes donc nombreux et nombreuses à nous pratiquer ce matin depuis le monde entier, mais aussi depuis la Guinée. Vous pouvez réagir tout simplement en passant par le hashtag #GG pour les praticiens de Twitter. Et si vous le préférez, bien entendu, vous pouvez nous écrire au +224 657 39 13 13. Votre avis, vos préoccupations seront relayées à l'antenne si vous n'avez insulté personne. Jean-Paul Sarr, ce nom évoque d'abord les années agricoles du général Lansana Conté, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Il a connu la plus grande longévité à la tête du département depuis la fin de la Révolution. Aux côtés du Seine-et-Samon, il a conduit les politiques agricoles du pays pendant 11 longues années. Des années de performance en lien avec le programme des vulgarisateurs, mais de flop aussi en référence aux polémiques nées de sa gestion de la chose agricole en Guinée. Nous posons au moins 3 grandes questions. Qu'est-ce qui explique sa longévité à la tête du département? Quels sont les principaux acquis des programmes qu'il a pilotés? Comment lit-il l'actualité politique guinéenne? Lui qui est, il faut le rappeler aussi, un politique, Jean-Paul Sarr himself. Il sera avec nous ce matin et il nous parlera de tout ce parcours-là. D'autres sujets viennent étoffer, bien entendu, le menu de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue et c'est avec nos amis de tous les matins. Antoine Kourouma, bonjour. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Merci Tamba. Tout de bleu ce matin, le bleu c'est la paix, Antoine. Oui, je viens en paix. D'accord. Parce que c'est le début de semaine et surtout qu'il y a des événements assez intéressants à commenter. Et bien voilà, il vient en paix. On va voir ce qu'il en est avant la fin de cette émission. Jacques Léoua, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. C'est le syndrome de la veste. Tous ces forestiers là. Oh, Ahmed Kourouma, bonjour. Moi, je suis habillé en malinké ce matin, bonjour. Ouais. Comment vas-tu? Je vais très bien. La reprise ce lundi. Week-end compliqué, reprise compliquée. Tu sais, j'aime pas les lundis, c'est toujours ça te sort de ta... De la torpeur, du bien-être où tu étais le week-end sans côtoyer le monde. Tu te coupes des êtres humains, tu prends tes livres et tu lis. Et voilà, je déteste le lundi matin parce que ça me ramène à une forme d'inhumanité que je déteste. Au moins tu lis, ça c'est déjà ça. Bienvenue en tout cas. Merci. Diba Melimouno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Ahmed, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Et puis on commence forcément avec ce mot du président de la République. On a vu le colonel Mamadi Doumbouya en face de 3 journalistes de la presse nationale. Ahmed Kamara. C'est une sortie que nous avons d'ailleurs appréciée, il faut le dire, parce que si d'autres ont l'habitude de se présenter devant la presse internationale pour faire les toutes premières interviews, lui c'est devant la presse nationale. Et voilà, donc je pense que c'est en soi c'est salutaire. Aussi on a vu une certaine préparation de son équipe qu'il faut aussi féliciter, parce que ça il faut le dire, quand un président ou une personne d'opinion doit sortir quand même pour s'adresser à une grande masse, il faut une préparation auparavant. S'il n'y a pas de préparation, ça risque d'être une catastrophe. Donc à ce niveau, on a vu qu'il y avait une certaine coordination. Bon, c'est vrai, c'était bon, mais à certains niveaux, on peut aussi... La star arrivée. Oui. On peut aussi, la méga star de son entrée. C'est lui qui a conduit l'interview. Mais les gars, mettez la caméra quand même. Il faut annoncer son arrivée. Bon, mesdames et messieurs, si vous suivez,
C'est l'arrivée du magistral, le El Chocolaté, l'intervieweur national. De Sékou-Touré. Moussa Moïse là. Bonjour Moussa. Bonjour Tamba Zakari Melomono, bonjour à tous. Oui, non, on sait que tu l'as interviewé, Ahmed, si tu permets, on sait que tu l'as interviewé, le premier journaliste, j'imagine, en Guinée, mais cette fois, c'était plutôt un plateau spécial avec vous, Aboubacar Diallo et Adel. Bien sûr, je pense que c'était un honneur de retrouver le parrain au plus après la journée mouvementée du 5 septembre. D'accord. Dans des conditions un peu plus sereines, un peu plus calmes et un peu plus, je dirais, réconfortantes. Voilà. Ça a été un grand honneur et de partager ce plateau avec Aboubakri, Rodolfo et puis Adel Camara qui a été vraiment à la hauteur. Ça s'organise comment, Moussa? Tout ça, vous avez lu Ahmed Camara va finir. Non, c'est toi la star aujourd'hui. Moussa, on va aborder avec toi les aspects de préparation, de mise en œuvre. Ensuite, avec les autres, on va aborder les questions de fond. C'est pourquoi on pose la question. Ça s'organise comment tout ça? Ça fait quoi de l'interviewer? Mais au-delà de tout, Moussa, vous avez lu certainement des réactions sur la toile, chose tout à fait normale. On en voulait un peu plus, comme toujours en Guinée. Oui, c'est normal. Je pense que aujourd'hui, les Guinéens ont le droit de savoir. Nous ne sommes pas très habitués à ce genre de plateau. C'est vrai que le professeur Alpha Condé avait, à un moment donné, commencé à recevoir quelques membres de la presse privée, mais beaucoup plus de la presse étrangère. Mais pour le colonel Mamadou Doumbouya, le président de la transition, c'était une première. Donc c'était un plateau qui était très attendu. Et je pense que les confrères, nous attendions à la critique des pairs, à la critique des confrères. J'en ai vu beaucoup. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses parce que j'ai pas toute la science infuse, non plus mes confrères qui étaient sur le plateau. Donc je sais que nous n'avons pas répondu en termes d'attente à tout ce à quoi vous vous attendiez par rapport aux questions, par rapport aux relances et tout. Mais ceux qui le savent, les professionnels qui ont eu la chance d'interviewer certains personnages publics, certaines personnalités du rang du colonel Mamadou Doumbouya savent quand vous avez affaire à un chef d'État, vous êtes soumis à une certaine obligation. Absolument. Voilà, surtout que notre cas est un tout petit peu différent, c'est spécial. Il s'agit tout de même du président de la transition, c'est un militaire, c'est le commandant du groupement des forces spéciales et donc la situation est un tout petit peu stratégique et sensible. Donc quand on me laisse, moi tel que je suis, tel que je me sens dans ce studio des grandes gueules, face au colonel, en toute liberté, sans me demander aucun arrangement possible, je pourrais me laisser aller et sur des pistes qui peuvent avoir des répercussions dangereuses pour la stabilité du pays, pour certains, pour la cohésion sociale. Clair. Parce que, oui, non, c'est pas, je finis s'il vous plaît, je suis en train de développer. Je pense que c'est voilà. Donc il est important, quand vous préparez une telle interview, ça se fait partout, dans le monde. Il est important que vous preniez en compte votre responsabilité de journaliste. Donc vous mettez avant cela, vous faites de telle sorte que les questions essentielles soient posées. Et puis voilà, vous ne cherchez pas forcément à créer de la contradiction telle que nous le faisons ici. Les contextes sont différents. Sinon, on aurait bien pu le faire. Donc je pense que ça a été préparé. Ils nous ont demandé le questionnaire. Chacun a envoyé le questionnaire. Ça a été retravaillé. Nous avons vu le questionnaire qui nous a semblé un tout petit peu être juste. Et on a refait, il faut quand même reconnaître qu'ils ont accepté les modifications que nous avons apportées à la dernière retouche qu'eux ils ont faite sur le questionnaire. Donc le président était à l'aise, un peu plus à l'aise que ceux qui étaient aux alentours. Justement, Moussa, c'était perceptible. Un président, comme on dit, free, qui avait toute sa gestuelle, toute sa liberté, le calme, la sérénité. Est-ce que c'était attendu de vous? Non, moi je pensais que, puisqu'il s'agit du tout premier exercice, et puis c'était un monsieur qui est un peu plus à l'aise lorsque il est dans l'improvisation, lorsqu'il est face au peuple, lorsqu'il est face à une foule. Voilà, ça coule de source, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que dans un cadre aussi carré, avec des caméras tout posées, est-ce qu'il pourra sortir le colonel que nous voyons tous les jours? Mais il a su, moi en tout cas, il a su me surprendre
les réponses qu'il a données concises et précises sur les questions que nous leur avons posées. Et je veux préciser qu'il y avait des questions essentielles au nombre de 11. Toutes les autres questions qui ont été entendues, ce sont des questions subsidiaires. Donc, pour ceux qui estiment qu'il n'y a pas eu de relance, il y en a eu. Mais il fallait tout de même qu'on se conforme à un certain nombre d'exigences. Je pense que c'est tout à fait normal. Les grandes gueules. Ça, Moïse, sur le déroulement de cette interview exclusive, disons, avec le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Ahmed, on revient donc avec vous. Vous avez entendu Moussa, mais vous avez aussi et surtout suivi cette interview. Effectivement, comme il le disait tout de suite, c'est vrai que, comme je l'ai signalé tout de suite à l'entame, c'est une interview quand même que nous apprécions et ça fait toujours, comme je l'ai dit, plaisir de voir que ce sont des confrères qui ouvrent le bal. C'est important pour moi. Si c'est pas important pour les autres, mais pour moi c'est important. Si dans notre carrière on a eu la chance d'interroger d'autres chefs d'État avant nous-mêmes nos chefs d'État, je pense que parfois c'est un peu stressant. C'est frustrant. Voilà, c'est frustrant et c'est pas. J'ai jamais apprécié cela. Mais une fois si cela se produit, je pense qu'il y a de quoi quand même à féliciter. Le décor répondait cette fois-ci par rapport aux autres sorties du président de la République. Emblème CEDEAO, emblème Guinée. Voilà, c'est très important. Quand on a ce genre d'intervention, il ne faut jamais oublier de placer ce genre de drapeau. C'est comme ça que ça se passe. Alors ça, je l'ai apprécié. Et comme on l'a dit, il était aussi dans le tempo des questions qu'on lui posait et ça montrait réellement qu'il y a eu une préparation. Mais par contre... Ce que j'ai pas apprécié, comme vous l'avez dit tout de suite, on en voulait un peu plus. Moussa a expliqué un peu les conditions. Si c'était pas dans ce cas de figure, s'il se retrouvait face à lui, il aurait pu lui poser d'autres questions. Peut-être que nous attendions. Comme quelle question? La question de la transition, la question de la sécurité. Oui. C'est des questions importantes. Effectivement, parce que faire une telle sorte, pour moi, je trouve que la stratégie, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais à mon avis, si le colonel n'était pas prêt à répondre à certaines questions, on aurait pu attendre. Quelle question? Non, oui, je viens. Vous avez parlé tout de suite. On parle aussi des morts pendant le 5. On n'en a pas du tout parlé. On a dit d'assumer notre histoire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le colonel qui l'a dit. Ne pas en parler, c'est ne pas assumer notre histoire. Je pense qu'on aurait dû... Le service de communication aurait dû dire au président de toucher un mot. Je ne sais pas comment, mais ils auraient pu toucher un mot. Il y a des familles qui sont endeuillées. Mettez-vous à la place de ces familles. Quand vous avez un enfant qui sort chez lui le matin, qui va travailler et qui ne rentre plus, et que vous ne voyez pas du tout, mettez-vous un peu à la place. Je pense que le président aurait dû toucher à cette question. Les grandes gueules. Et s'il n'était pas prêt à le faire, on aurait pu attendre pour l'interview. C'est mon point de vue encore. L'autre chose, c'est concernant la date des élections. La date des élections, il faut le dire, on est aujourd'hui à plus de 2 mois de ce coup d'État. On dit que c'est le CNT qui va donner une date. Nous ne sommes pas contre. Mais le CNT va prendre combien de temps pour être mis en place? Et ne perdez pas de vue que cela n'est pas sans conséquence. Mais sur ce sujet, Ahmed, qu'est-ce que le président de la République aurait pu dire? Non. Sur ce sujet. Je suis d'accord. C'est ce que je vous dis. Je suis d'accord qu'il donne cette priorité au CNT. Oui. Vous comprenez? Mais je dis que la mise en place du CNT risque de prendre assez de temps et on risque de rester sans date. Ce qui ne plaît pas forcément à tous nos collaborateurs. On a déjà une date, Ahmed, le 22 novembre. Le 22 novembre pour la date limite. Toutes les candidatures doivent être bouclées. Oui, toutes les candidatures doivent être bouclées. Mais attendons de voir. Pour l'instant, tant que le CNT, pour moi, n'est pas mis en place et que les travaux commencent réellement... Vous les grandes gueules. Vous me laissez continuer? Non, mais juste vas-y. C'est seulement une semaine maintenant pour le 22. Mais... Une semaine ou pas une semaine, je dis tout simplement que cela ne plaît pas forcément à tous nos partenaires. Quand je vais parler des nationalistes, je le suis aussi, mais mesurés, ils vont nous dire, oui, ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais aujourd'hui, la Guinée était capable de faire certaines choses sur le plan international. Aujourd'hui, c'est tout à fait impossible. Vous ne pouvez pas le savoir, mais eux, ils savent. Donc, je pense qu'il y a ce genre de questions. Et concernant, par exemple, on reviendra là-dessus demain, les mises à la retraite dont il a parlé, c'est une bonne chose. Notre administration a besoin de respirer. Notre administration a besoin de faire peau neuve. Mais à ce niveau, il y a eu quelques quiproquos.
dont nous reviendrons là-dessus demain, plus largement, notamment au niveau de la police, mais au niveau de l'armée, par exemple, il y a eu un travail qui a été fait, qui a été quand même apprécié. C'est pourquoi à ce niveau, on n'a pas entendu beaucoup de bruit. Parfait. Mais au niveau de la police, si vous vous rapprochez même de ce service aujourd'hui, vous comprendrez qu'à ce niveau, il y a eu quand même des soucis. Ahmed à Antoine, cette fois-ci. Antoine, vous avez la même lecture que Ahmed sur ces sujets-là? Pas du tout. C'est vrai, sur des points, je suis d'accord avec Ahmed quand il parle de quelques sujets qu'on aurait pu aborder. Mais dans l'ensemble, moi je tire le chapeau ce matin à nos confrères qui ont conduit l'interview. C'est une façon de montrer à la face du monde et aux Guinéens qu'il y a des journalistes en Guinée qui sont capables de mener une interview. On l'a fait avec Alpha Condé. Le président à l'époque a montré à tous du mépris pour les journalistes guinéens. Pas parce qu'on n'était pas formés, parce qu'il a montré à tout le monde qu'il ne nous aimait pas du tout. Et dans ses façons de faire, on l'a compris. Même pour célébrer les 60 ans de il ne nous supportait pas. Pas du tout. Et il n'hésitait pas à le dire. Durant tous ces 10 ans qu'il a passé, il n'a pas accordé plus de 10 interviews de ce format-là à la presse guinéenne. Pour la plupart du temps, c'était avec les médias étrangers. Et généralement... Non mais une presse mixte, je pense que c'était une seule fois. Une seule fois, Boubacar Diallo. Nous avions délégué à l'époque Boubacar Diallo, qui venait donc du groupe Adafomédia. Sous ce format-là, on n'a pas eu plus que ça. Oui, mais parce que ça ne rapportait pas à ceux qui organisaient cela. C'est-à-dire quand tu fais venir la presse étrangère, il y a un budget, il y a... Voilà, non, ça dépend. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Même à la RTG, il préférait la presse étrangère. C'est le cabinet. Quand il avait un message... C'est donc l'entourage du président. On se rend compte aujourd'hui que c'est le cabinet qui n'a pas joué son rôle. Les Rashingai, etc. Pas le cabinet, c'est le président lui-même à l'époque. Alpha Condé, Moïse. Le président aurait pu décider, on a compris un peu comment ça se passe avec le colonel. Le président peut avoir une décision, mais il appartient aux hommes que lui-même il a choisi pour l'entourer, pour travailler avec lui. Il leur appartient de lui dire, d'attirer son attention sur certains points. Si cela avait été fait, je pense qu'il aurait été un peu plus... Mais ce qu'il dit n'est pas non plus faux. Je ne suis pas Ils étaient également opposés. L'entourage, le mal, c'est que l'entourage même avait des comptes à régler avec la presse. Ce n'est pas l'entourage qui a dit qu'il n'y a pas de journalistes en Guinée. C'est Alpha lui-même qui l'a dit. C'est Alpha lui-même qui, généralement, lorsqu'il a des messages importants, préférait les livrer à la presse étrangère, soit à Jeune Afrique ou à des médias étrangers, plutôt qu'à la Guinée. La seule fois où il a accordé une interview, même pas une interview, une sortie à la presse locale, c'est lorsqu'on a dit qu'il a fait une crise à Sékou Touré. Et il a fait avec Sabari FM, ça aussi, dans une improvisation totale. On a vu comment ça a été conduit. Et donc, de façon professionnelle et préparée, Alpha Condé a montré à la presse guinéenne qu'il ne la gobait pas du tout. Parfait. Et ça s'est senti dans les relations. Sur l'interview. Pour ce qui est de l'interview, encore une fois, chapeau à nos confrères. Ce que je déplore, toujours sous la forme, ce sont quelques cris que j'entends par-ci, par-là. J'entends certains dire qu'on aurait dû inviter toute la presse guinéenne à cette interview. Mais si, j'entends certains le dire, et même des confrères qui rentrent dans ce jeu. Non, Ahmed, c'est important de le dire. Non, c'est pour montrer comment une fois le Guinéen est petit. C'est clair, mais n'entre pas dans sa laisse-les. Ahmed, c'est important de le dire. Ceux-là qui ont été désignés pour cette interview, comme ils disent qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils ont été à la hauteur et je crois qu'ils ont représenté toute la presse guinéenne. Ça a été presse privée, presse publique. Et je crois des questions pertinentes ont été posées. Maintenant, ceux-là qui pensent qu'ils auraient dû être là et qui n'ont pas été, mais qu'ils aillent au bord de la mer pour aller faire ce qu'ils veulent là-bas. Mais ils ont quand même le droit de vouloir interviewer le président. En fait, on est assez compliqué dans ce pays. On ne peut pas prendre tout le monde. Même à l'étranger. On n'est jamais satisfait. Les pays qu'on prend pour référence. Mais il y a combien de journalistes en France? Il y a combien de presse en France? Depuis quand Emmanuel Macron fait une interview et puis on prend toute la presse française pour faire une interview. Parfois, c'est une seule personne qui conduit l'interview. Alors, moi, je me dis que parfois, il faut qu'on sache raison garder et qu'on accepte. Ah. Il faut leur expliquer quand même que c'est un format d'interview. Encourageons nos amis qui parfois sont choisis pour ça. Lorsque vous n'êtes pas choisi, acceptez ceux qui y vont. Félicitez-les et dites-leur qu'ils ont fait du bon boulot. Quand c'est pas bon, on peut critiquer. Mais il ne faut pas parfois qu'on dise parce que j'ai pas été là. Donc pour cela, je dois montrer à la face de moi que je suis fâché. Qu'on arrête cela un peu. Non, c'est assez frustrant parfois. On en fait parfois un peu trop. Parlons du contenu de l'interview. Doumbouya, sincèrement, pour une première. Parce que là, c'était un test et une première. Je crois qu'il a rassuré. Il a assuré et il a été mesuré sur certains sujets autour desquels on attendait. Il a été mesuré parce que
beaucoup attendaient. Pourquoi tu l'appelles Doumbouya? C'est ton copain? Il doit l'appeler comment? Monsieur le Président. Je suis désolé. Monsieur le Président. Non, attendez. Monsieur le Président. Attendez, je vais lui répondre. Ça s'appelle respecter la fonction. répondre. Ça s'appelle respecter la fonction. Doumbouya, c'est pas son copain. D'accord. Heureusement que c'est pas le député français qui est en face de toi, c'est moi, Antoine. Ahmed, la démagogie sous l'Alpha Condé. Ahmed Kourouma, bon, la précision est importante. Cette démagogie-là, je suis pas dedans. J'appelle Doumbouya. On m'a dit, maintenant, si tu veux que je mette colonel ou président, ça c'est ton mot à toi, tu peux les utiliser. Mais j'ai dit Doumbouya hier. On m'a dit Doumbouya hier a été rentré. On m'a dit Doumbouya a su de façon minutieuse répondre aux questions qu'on lui a posées. Je l'ai senti mesuré. Doumbouya, les questions... Antoine, on a compris. Non. On sait que tu parles du président. Non, je parle de Doumbouya. Doumbouya hier devant le confrère. Doumbouya m'a dit, à mon avis, a écouté les conseils de ses chargés de communication. Il a su, de manière pondérée, répondre aux questions. Il aurait pu être évasif sur les questions, surtout celles liées à la durée de la transition. Si c'était Dadis à l'époque, on sait tous qu'il ne va pas pouvoir se contenir. Oui. Mais on sent qu'il y a du travail de fond qui est fait. Et j'espère que les conseillers en communication qui ont pu préparer l'interview vont continuer ainsi pour qu'à la longue, ce soit pareil pour d'autres cas. Et même si j'ai senti parfois des sauts d'image, comme pour dire qu'il y a des parties qui ont été peut-être censurées, des parties ont été enlevées, mais ça peut être en direct. C'est pour le préparer au direct. Très prochainement, il peut arriver qu'il soit dans une interview qui n'est pas forcément guinéenne. Il faudrait qu'on revoie afin qu'il sache quoi dire dans des émissions où il n'y aura pas de censure tel qu'on l'a vu hier. Dans l'ensemble, c'est pas mal. C'est bien. Dans l'ensemble, c'est Antoine qui salue ce matin. Moussa, il évoque quand même quelque chose. Est-ce que vous qui avez conduit l'interview, des parties auraient été sectionnées? Sur une question au moins, je ne veux pas donner tous les détails, mais sur une question au moins, on m'a dit, écoute, ta question là ne passera pas. J'ai dit, je sais. Les grandes gueules. Au moins, elle est posée. Elle n'est pas passée. Jacques Léwa. Et d'autres aspects, il y avait quand même plusieurs thèmes qui ont été abordés. Oui. C'est la transition, c'est l'inclusion, tout ça. Avec vous. Rapidement sur la forme, Antoine a évoqué les sauts d'image et puis cette erreur de ce monteur qui reprend la question de Adèle 2 fois. Je crois qu'il a manqué d'attention. On sait très bien que ça a été travaillé après, mais lorsque vous êtes là, il faut être attentif et il faut bien suivre parce qu'après, au-delà de la Guinée, c'est tout le monde qui a subi l'interview. On peut penser que c'est la journaliste qui est revenue 2 fois sur la même question alors que ce n'est pas sa faute. Et puis au début, il y avait quand même un problème de son qui a pu se stabiliser par la suite. Tout ceci est d'ordre technique. Je crois que prochainement, on va pouvoir corriger ça. Maintenant, dans le fond, il y a quand même des questions précises qui ont été posées. Gens qui disent qu'il y a des questions qu'on aurait dû poser. Je suis d'accord avec Ahmed que la question des victimes des morts pourrait venir. Mais je crois que dans l'ensemble, des questions essentielles qui étaient attendues sont venues. Absolument. La question sur la composition du CNT. Les questions ont été précises, des relances intéressantes et le président a quand même su situer, n'est-ce pas, l'opinion sur ce qui doit être fait. Il y a quelques jours, les politiques demandaient, par exemple, qu'on accélère, mais également qu'on augmente le nombre des représentants. Leurs représentants. Le président a donné une réponse hier. Ce n'est pas aux politiques seuls de décider, c'est à l'ensemble de la nation. Et je crois que cette question qui était aussi collée à celle de la charte, puisque c'est la charte qui fait la répartition. Ce n'est pas le président qui se lève comme ça pour dire, bon, je vous donne tel. C'est déjà consigné dans la charte. Donc si on admet l'idée d'augmenter les quotas attribués à chaque composante, il va falloir retoucher à la charte de la transition. Or, il appartient au CNT qui n'est pas encore mis en place de toucher à la charte de la transition. Comment régler ce problème-là aujourd'hui? Je crois qu'il a renvoyé la question au niveau des partis politiques, à eux de réfléchir déjà si c'est possible. Et puisque habituellement on a continué à gérer le pays par consensus, parce que le colonel Doumbouya est aujourd'hui prêt à
à accepter une telle démarche. Je crois que ça va être difficile, puisque quand on lui a posé la question sur la justice, il a dit je ne suis pas la boussole, c'est la justice la boussole. Exactement. Il faut qu'on respecte les lois. Et si on doit respecter cette charte, quoi qu'elle ait été proposée par des personnes qu'on ne connaît pas, quoi qu'on n'ait pas eu de consultation préalable pour son élaboration, mais on ne peut pas. Il a répondu à cela. Il a dit clairement, parce que nous avons posé cette question de savoir est-ce que le processus qui a conduit à l'élaboration de la charte a été inclusif. Et il a pris comme terme d'inclusivité les concertations. Oui. Donc ça répondait un peu aux inquiétudes du ministre Gassama lorsqu'il était passé dans ce studio. Oui, mais ça réponse. Mais honnêtement, on sait qu'il n'y a pas eu de processus inclusif pour l'élaboration de la charte. On ne peut pas d'emblée l'affirmer. Exactement, des mémos ont été déposés. Non, les mémos ont été déposés, tout ça, mais ce n'est pas le processus d'élaboration de la charte, ça. Le processus d'élaboration de la charte, c'est-à-dire que tu aurais voulu... On aurait pu avoir la composition. Je crois que Moussa, tu peux permettre. Oui. J'ai bien écouté la réponse du président. Je veux savoir ton inquiétude. On va l'écouter. Je suis en train de donner ma lecture. Je crois que la charte de la transition dans notre pays a été imposée, mais elle a été acceptée. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que le processus d'inclusion voudrait qu'on ait autour de la table les représentants de chaque composante de la nation pour élaborer, au moins des représentants pour élaborer. Je crois que ça aiderait à avoir une charte consensuelle. Tu permets cette... Parce que c'est le reproche qu'on a fait. Là-dessus. Là-dessus, je pense que ceux qui ont été reçus au palais ne sont rien d'autre que des composantes sociales. Ce sont les représentants de notre pays. Autour de la table, tu aurais réuni qui en tant que composante sociale pour dire que ce sont eux qui sont les représentations de notre pays. Je pense que ça aurait été difficile. Mais l'exercice qui a consisté, et d'ailleurs, les gens s'en plaignaient, il va rencontrer des handicapés, il va rencontrer les femmes célibataires, les femmes divorcées, ça devient trop. Parce qu'ils ont voulu vraiment rencontrer un peu tout le monde. Je pense que quand il prend ces séries de rencontres au Palais du Peuple pour expliquer l'élaboration de la charte, on ne peut pas d'emblée dire que ça n'a pas été cela. Parce qu'autour de la table, on n'aurait pas pu trouver, je dirais, un résumé d'une représentativité nationale pour écrire cette charte-là. Je pense que c'est le résumé de ce qui a été dit au Palais du Peuple qui est contenu dans la charte. Jacques, je vous donne la parole maintenant. C'est aussi mon avis. Vous reconnaissez quand même que les mémos sont antérieurs à la diffusion de la charte. Je vais vous dire, et je maintiens mon propos. Les concertations ont été bouclées autour du 25, je crois. 2 jours après, on a eu la charte. Vous voulez me dire que c'est après, ou bien alors au même moment qu'il y avait les concertations, on a pu avoir déjà les avis de tout le monde pour élaborer la charte. On n'a pas attendu que ça finisse. Non, je vais terminer. On va le laisser terminer. Vous allez me laisser terminer. Allez-y, Jacques. Je crois qu'on aurait pu avoir une communication préalable pour dire voici la commission d'élaboration de la charte. C'est le reproche qu'on a fait par exemple à la Constitution de 2020. Parce qu'on n'a pas connu le constituant originel. On n'a pas connu qui a rédigé. Jusqu'aujourd'hui, si vous connaissez celui qui a rédigé la charte, moi je ne connais pas. Donc cette démarche n'a pas été consensuelle. Il faut qu'on convienne à cela. Maintenant, l'autre chose que j'ajoute, et je l'ai déjà dit, la charte certes imposée, mais accepté par l'ensemble de la nation. Parce qu'on a pu recueillir les avis après, même les partis politiques ont dit c'est bon. Donc on va à cela. C'est désormais le document qui nous guide. Et même si le document nous guide, si le document nous guide, donc on doit pouvoir le respecter et tenir compte de tout ce qui est prévu dedans. Maintenant, rapidement sur la question de la CEDEAO également, il y a eu question précise, des relances précises, et là on l'attendait sur cette question. Moi, si j'avais peur, si je craignais sur une question, c'était bien celle-là, parce que on aurait pu avoir, je craignais par exemple qu'il donne la réponse donnée par Dr Maurice Sanda, mais ça n'a pas été ça. Il a été doux, il a été précis. Mais ferme par le ferme. Il a été ferme, il a été précis, et ceux qui sont au niveau de la CEDEAO doivent pouvoir comprendre ce message-là. Il n'y a pas de crise à l'interne, on ne recuse pas la CEDEAO, parce qu'il est allé jusqu'à dire on demande que la CEDEAO puisse amener son expertise technique pour accompagner le processus. Mais médiateur ou envoyé spécial,
On n'est pas encore à ce stade parce que il n'y a pas. Les Guinéens sont en train de se parler entre eux. Il n'y a pas de problème entre les Guinéens. Il n'y a pas Des grandes gueules. Il n'y a pas de problème entre les Guinéens. Ahmed, vous qui aimez la manière, est-ce que sur la manière, comment tu lis la prestation du président de la République sur la manière? Mais sur une interview telle que celle-là, il y a toujours le fond et la forme. Sur la forme, moi, je félicite nos confrères qui étaient là, qui ont, malgré les difficultés, là, parce qu'on leur a imposé aussi un rythme, on leur a imposé des questions, il faut qu'on se le dise. C'était tout sauf de la spontanéité, cette interview. Institutionnel, voilà, il faut que les gens le sachent. Donc là-dessus, quand tu dis on nous a imposé des questions, là je suis pas d'accord. Non, mais enfin bon, bref, on vous a imposé un cadre. On vous a imposé un cadre formel d'une interview présidentielle, c'était très bien. Bon, ça c'est la forme. Sur le fond, moi j'ai trouvé ça un peu soporifique, dans le sens où, dans un décor, bon, les drapeaux, bravo, oui, on attendait tout ça, l'Union africaine, la CEDEAO, le drapeau guinéen de l'autre côté, le décor, à ce niveau-là pas mal. J'ai remarqué qu'il y avait la photo aussi de l'ancien président de la Cour constitutionnelle et puis d'une des grandes combattantes. Les symboles étaient là, vraiment félicitations, ça fait partie, ça appelle à notre patriotisme, etc. Très bien. Ensuite, bon, je regarde les fauteuils, là je me dis, il y a un problème, on nous sort des fauteuils des années, façon années 70, moi je veux du modernisme, non, je finis, tu m'as demandé mon avis, est-ce que je peux le donner? Mais j'ai quand même le droit de réagir. Non, mais si tu m'as demandé mon avis, je le donne. Des fauteuils, donc je dis on que change pas de fauteuil tout le temps dans un palais présidentiel. Je dis que le décor que j'ai vu, les fauteuils, la table, etc., ça faisait un peu vieillot. Et voilà, c'était pas être vieux. Non, justement, ça ne doit pas être vieux. Le bureau Oval a combien d'années? Mais le bureau, les meubles du bureau Oval. Mais tu sais quoi? Je vais t'apprendre quelque chose. Oui, allez-y. À chaque prise de pouvoir aux États-Unis, le bureau Oval est refait de fond en comble. Laisse-moi finir. Que ce soit le bureau Oval. Attention. Mais c'est la réalité. Je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est la réalité. C'est juste le tapis, le fauteuil qui est là, c'est juste le tapis. Le mobilier est séculier. Écoutez-moi, je vous fiche mon billet là sur cette table-là, que à chaque présidentielle américaine, chaque nouveau. Écoutez, si vous voulez, alors vous allez me laisser terminer parce que moi je l'affirme que chaque président aux États-Unis amène son décor et que ce soit à l'Élysée d'ailleurs ou à la Maison Blanche. Bon, cela étant, ça, mais c'est la vérité. Ce n'est qu'une parenthèse. Je te fais le pari quand tu veux. Voilà. Ta preuve est où? C'est pas le pari. Et ta preuve de me contredire, elle est où? Mais bon, moi, alors, quand même. Non, la preuve que tu me contredis, elle est où? Quand même. Et moi, je ne lis pas. Tu crois que je ne suis passé au fait de la politique américaine et française? Allez-y. Elle est bonne celle-là. Bon bref, je finis. Donc je disais que je trouvais le décor un peu pesant, un peu vieillot. Et puis, bon, alors, il y a dans une interview, normalement, on retient vraiment des mots-clés. Bon, l'un des mots-clés que moi j'ai retenu hier, c'est sédentarisation. C'était pas trop mal en termes de communication. Pour le reste, c'était que du réchauffé et de l'attendu. Je suis désolé de le dire. Oui, moi les questions qui ont été abordées, c'était des questions qu'on connaissait. On aurait même pu deviner toutes les réponses après la première question qui a été posée. Donc je trouve que nos journalistes ont eu du mérite parce qu'ils ont vraiment été bien cadrés, ficelés, j'allais dire comme des jambons, hein, pour ne pas déborder du cadre. Moi, je dis ce que je pense. Je dis qu'ils ont été ficelés comme des jambons. Oui, comme des jambons. On sent que Moussa, que je connais par cœur quand même, était dans l'autocensure. Il était quand même dans la pondération. On avait envie. Moi, j'avais envie. Tu sais, une interview, c'est un peu. Non, mais j'ai fini. Je sais que mon analyse ne vous plaît pas, mais elle est comme ça. Mais tu sais, une interview. Mais toi, à la place, tu ferais quoi? Mais moi, à la place, j'aurais refusé l'interview. Ça, c'est mon point de vue. À la place, je l'aurais pas faite. Voilà. Moi, on me cadre pas. À la place de mes confrères qui ont encore une fois été excellents, je le dis. Même ficelés comme des jambons, ils ont été très bons. Donc c'est pour te dire à quel point si on leur laisse une liberté. Non mais c'est-à-dire que tu sais, si on leur avait laissé, en fait l'idée que le service de presse a dû avoir. Mais les gars, si vous voyez, je voudrais juste finir. Les gars, si vous voyez la tronche de Moussa Boïd à l'instant. Non mais ficelé c'est symbolique. Ils me connaissent. Ficelé c'est dans la symbolique. Il ne faut pas prendre ça au premier degré.
Il faut aller bon. Je finis. Antoine, si tu permets, je t'ai pas interrompu, je finis. Donc je disais donc que moi j'ai trouvé cette interview soporifique. J'ai trouvé que les questions étaient attendues. C'était du cliché absolu. J'attendais le président de la République sur d'autres sujets beaucoup plus importants. Les sujets par exemple les sujets économiques, les sujets de l'inflation, qui sont des sujets importants aujourd'hui, qui préoccupent. Mais si, je voudrais finir. Enfin, c'est quand même incroyable dans ce studio. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vos esprits, tout à coup on est interrompu. Je voudrais finir mon analyse tranquillement. Tu vas très loin. Pourquoi tu... Attends, je vais pas aller très loin si tu veux. Où est ton problème? Pourquoi tu vas loin? Où est ton problème? On a affaire à un militaire. Mais attends, et un militaire ne pense pas économie. Vous savez, parfois, un militaire ne sait pas penser. Il faut qu'on nous reste le contexte. Un militaire ne sait pas parler économie. Moi je parle. Non, moi je dis. Non, à partir du moment où tu fais sciemment le nid d'Antoine et tu m'interromps, je parle pas avec Antoine. Antoine va me laisser finir mon analyse. Merci. Voilà. Ahmed. Oui. Et donc un militaire ne sait pas penser économie, c'est ça dans votre tête. Ça fait 5 minutes que tu parles. Non, mais j'ai pas fini. Donc 2 minutes où on m'interrompt. Est-ce que là c'est bon? Voilà, laissez-moi finir. Merci. Donc je reprends mon mot. J'ai trouvé cette interview soporifique, je l'ai trouvé attendu, les questions évidemment, mais encore une fois je dis qu'ils ont du talent parce que franchement, être ficelé de ça genre comme des jambons et puis arriver quand même à donner un rythme à cette interview, moi je tire mon chapeau à Moussa Moïse. Et au reste je finis. Et cela étant, après pour finir, il y a en communication ce qu'on appelle la gestuelle, le comportement de la gestuelle, c'est-à-dire on a senti ça s'appelle le paraverbal. Et le paraverbal exactement, et on a senti le non-verbal. Ou plutôt le non-verbal, on a senti par la gestuelle très contrôlée, presque au ralenti, très maîtrisée du président de la République, on a senti, et c'est le mot qui est ressorti dans tous les commentaires aujourd'hui, une forme de sérénité. Ça, c'est aussi une des choses que je retiens. Antoine, en 30 secondes avant Djiba. Moi, je parlais juste du contexte. On a un militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre. On se souvient tous de sa sortie du 5. Des premières sorties et de celles que nous constatons maintenant. Faut pas gâter. Attendez que je finisse en bas. Celles qui ont été faites les premiers jours et celles qui se font maintenant. On constate qu'il y a de l'amélioration dans les façons de faire. On a affaire à un militaire de terrain qui n'a pas appris à venir au pouvoir, c'est-à-dire qui n'a pas étudié. C'est un officier, Antoine. C'est un officier. Non, c'est un officier. En fait, quand on parle, ne faisons pas le semblant. C'est pas un lacoudou. Ne faisons pas le semblant. C'est un officier. Être sorti d'une école de guerre n'est pas une école économique. Non, attendez. Vous savez. Antoine, là-dessus, on va pas s'entendre non plus. Attendez que je finisse. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Attendez que je finisse. Alpha Condé a étudié, il a appris la politique, venir au pouvoir. Il a voulu devenir président, il est devenu. Il s'est donné les moyens. D'accord. Doumbouya a eu le pouvoir dans un contexte que nous connaissons assez particulier. D'accord. Vous ne pouvez pas, pour ce départ, vouloir imposer à un président militaire qui a pris le pouvoir par coup d'État, lui imposer des questions économiques et autres, alors qu'on est conscient qu'il ne les maîtrise pas forcément. Parfait. On en est conscient. Parfait. Pour ce départ-là, soyons indulgents. Soyons indulgents, on ne peut pas lui imposer des questions aussi sensibles, aussi stratégiques, à dire qu'il faut qu'il les maîtrise forcément. À mon avis, pour ce départ-là, on est conscient qu'il ne les maîtrise pas forcément. C'est mon avis à moi. Parfait. Ces conseillers en communication étaient conscients qu'il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas l'envoyer. Parce qu'ils sont conscients de ces lacunes. À mon avis, pour l'instant, on aurait été les premiers Guinéens à dire qu'il n'est pas bien dans tel domaine, c'est pourquoi il n'aurait pas dû en parler. Donc, il y en a qui n'en parlent pas. Soyons indulgents pour ce départ-là et acceptons qu'il n'est pas forcément prêt pour des questions aussi stratégiques comme l'économie. Parfait. Donc, Antoine Kourma, qui a quand même fini par gâter. Mais je veux juste lui rappeler que dans l'environnement proche du colonel Doumbouya, c'est des gens avec des maîtrises, des masters, assez bien calés. Djiba, on va avec vous. Vous avez bien patienté à vous l'antenne. Oui, tout à fait. Il fallait faire le tour de table. Et j'ai envie de dire, Antoine Kourma, lorsqu'on sort d'une école de guerre, parce que moi j'ai des militaires dans ma famille, lorsqu'on sort d'une école de guerre, c'est que vous sortez avec un savoir mosaïque. C'est un peu de tout. Vous sortez avec... c'est transversal, il y a une stratégie de guerre, le point le plus haut. Ensuite, il y a une autre formation sur le droit humanitaire international, vous le maîtrisez, et aussi vous avez des cours en économie, en politique. Donc, vous avez un militaire chevronné qui sort, vous êtes un officier. Ça, déjà, ils l'ont fait. Maintenant, sur les questions économiques, est-ce que c'était ça? Pour l'instant, on ne parle pas de croissance dans le pays. Pour l'instant, c'est les audits.
C'est les audits. Ça, ce sont les questions structurelles. Nous sortons d'une transition. Sur les questions économiques, je pense qu'il a répondu. On a posé des questions sur l'organe provisoire qui va être mis en place. Je pense que la question avait été posée par Boubacar Diallo. Moussa Moïse a renchéri. Est-ce que le gel des comptes s'inscrit dans cette dynamique sur les questions économiques Oui, mais attendez, la gestion de la chose publique, la reddition des comptes, le détournement. Non, ça se renvoie à l'économie. Ça se renvoie à l'économie. Parce qu'on parle là de nos avoirs. On parle là de nos avoirs. On a mis une politique fiscale en place pour avoir de l'argent. Lorsque des citoyens viennent piller cela, qu'est-ce qu'on va dire? Je pense qu'il a répondu aux questions du moment. Les questions du moment, c'est la reddition des comptes. Maintenant, tout ce qui est structurel, je pense qu'il l'a dit dans l'interview. Je pense que parfois les gens n'ont pas bien écouté. Il a dit, on n'est pas venu pour faire des chantiers, mais pour jeter les bases, les soubassements. Et lorsque vous venez dans une telle optique, ce sont des questions superficielle. Donc, je pense sur ces questions. Oui, vous pouvez aller en profondeur, mais il a répondu les questions du moment. Maintenant, sur les paralangages, pour une personne qui a fait sémiologie, sur l'étude un peu des gestes, la communication non verbale, je pense qu'il fait mieux qu'Alpha Condé. Parce que hier, pour ceux qui l'ont suivi, on avait l'impression que ce jeu d'acteur qui se l'approprie facilement. Tu le compares avec la mauvaise personne, Alpha Condé, avec des gestes totalement décalés. Que les gens sont allés jusqu'à faire quand même de l'ironie pour dire les sorbonnards qu'on avait ici, un homme en complet kaki qui fait mieux qu'eux. En termes de paralangage, il fait mieux. En termes de communication, précision, concision et clarté, il fait encore mieux. Même si on a dit, on l'avait cantonné pour dire, on vous donne cette question, vous connaissez les réponses en avance. Mais il a su quand même s'approprier du rôle. Ça, c'est extrêmement important. Pour un homme en uniforme, ça veut dire qu'on a un politicien. Si on a encore des années, on aura un politicien complètement achevé. Donc, moi, je pense que ça, il a rassuré l'opinion nationale. Maintenant, du point de vue fond, la forme, je pense, c'était quand même une réussite. Diba, vu que tu parles de sémiotique, moi, je veux quand même avoir ton avis sur parce qu'on n'a pas fait assez attention à ça, à la tenue. Lorsqu'il avait son adresse à la nation, il y avait ce turban de commandement qu'il avait arboré sur sa tenue, celle qu'on a vue hier, sauf qu'hier il n'y avait pas le turban et c'était un militaire qu'on a vu. Est-ce qu'il y a du sens à cette démarche du président? Il ne fallait pas présenter hier un président trop ronflant. Le faire, c'est prendre des grandes gueules. Se dire, est-ce qu'on a un roi télé qu'on veut fabriquer? On a un homme en uniforme qui a pris le pouvoir. Il y a un président, il voulait montrer une image décontractée. Un chef d'État tout court. Naturel comme il est. Naturel comme il est. Venir avec des artifices à la télévision, on ne veut pas se rappeler un peu de certains qu'on a connus, Mobutu Sese Seko, avec tous les autres qui venaient avec tous ces artifices. Je pense qu'il faut l'éviter parce que la communication, une fois encore, c'est le qui parle qui est important. Le chef de l'État, c'est lui qui parle. Lorsqu'il parle, tout le monde voit ce qu'il dit. Tout le monde s'identifie à lui. Donc, lorsqu'il arrive à rater le coach, je pense que tout le monde va aussi le flageller. Maintenant, sur la forme, je pense qu'il a dit des choses, des métaphores, moi, qui m'ont quand même touché lorsqu'il dit que ceux qui divisent, la division arrange que celui qui divise, que ceux qui sont divisés. Donc, ça renvoie un peu à tout ce qu'on a connu sur les discours clivants des politiciens, mais aussi du chef de l'État à l'époque. Mais également, il a tensé les partis politiques pour dire qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres composants dans le pays. Par exemple, sur la question de la répartition, au niveau du CNT, les 81 personnes, les partis politiques estiment que les 15 personnes, c'est peu. Il faut adresser un mémorandum au président. Maintenant, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer? Est-ce qu'il peut le faire par ordonnance? Pour le moment, on n'a pas d'assemblée, on n'a pas de CNT. Est-ce que c'est possible de retoucher l'achat de la transition par ordonnance? C'est la question que moi je me pose. Peut-être les juristes seront mieux placés pour répondre. Maintenant sur le CNT. L'autre risque, Diba, s'il venait à prendre une ordonnance pour accorder cela aux partis politiques. Nous tous on demanderait. Oui, justement. En fait, je ne parle pas que des partis politiques, je parle d'une agrégation des exigences. Parce que moi, j'étais au Palais du Peuple, lorsque la MATD a convoqué les composantes. Il y a les jeunes, les acteurs culturels et aussi le syndicat et ainsi de suite. Chacun demandait à ce qu'on puisse revoir un peu le nombre à la hausse. Est-ce que c'est possible avec des ordonnances? C'est la question que je me pose. Mais une fois encore, il a renvoyé la question de la durée de la transition au Conseil national de la transition. C'est un homme qui a une mémoire. Il avait dit dès au départ, je veux travailler dans l'inclusivité. Et qui veut parler d'inclusivité, eh bien, je pense que l'espace public
le mieux indiqué, c'est le CNT. On renvoie la question aux politiciens, aux jeunes, aux associations sportives, aux hommes de médias, mais aussi de la culture, de décider de la durée de la transition. Je pense qu'une telle communication, cette approche, je pense que va se dégager une vision un peu collégiale. Parce qu'après, on ne va pas dire que c'est le chef de l'État qui nous a fixé une durée de la transition et finalement, il n'a pas respecté. On a vu ce qui s'est passé avec Dadis. Au Mali, aujourd'hui, on obligeait un peu les hommes en uniforme d'organiser les élections en février. Mais c'est impossible parce que pour le moment, le découpage administratif n'est pas fait. Le fichier, l'organe qui doit... On a les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Donc, je pense qu'il est prudent. Il a dit, on va aller avec l'inclusivité. Vouloir dire aujourd'hui, le CNRD, qu'on va prendre 2 ans, 3 ans ou 15 mois, après qu'on ne puisse pas respecter la durée, je pense que les gens diront, il l'avait promis, il l'a pas fait. Donc, je pense que les mots ne sont pas innocents, il est très prudent. Globalement, moi, je pense que c'est une interview qui est réussi. Et les confrères, on ne peut pas inviter tout le monde. Moussa Moïse, quand même, c'est un journal représentatif. Aboubacar Diallo, quoi qu'on dise, c'est l'un des plus grands journalistes aujourd'hui du pays. Adèle, aujourd'hui, je pense qu'elle a présenté une contre-image, même si on a fait un rapprochement entre elle et son passé, parce qu'on estime qu'elle faisait partir de ces femmes qui auraient contribué pour la candidature du président Alpha Condé. Ce qui reste encore à revoir. De toute façon, des soutiens d'Alpha Condé, c'est un gros mélange. Moussa Moïse, rapidement. Oui, rapidement pour dire que ce monsieur me révèle ce matin avec son attitude, mais bon, je lui fais... Aujourd'hui, je suis un peu gentil. Mais j'aimerais quand même l'inviter à comprendre que, je pense que c'est Jerry Rawlings qui le disait, il dit qu'il n'est pas expert ni en économie ni en droit, mais pour ceux qui aident de travailler affamés et de se demander d'où et quand viendra le prochain repas, il est un expert. Je pense que sur cette question, on n'a pas besoin de mettre sur la table une sorte de jouer un peu au pédant. Il faut juste être dans le tempo et mettre les questions essentielles sur la table. La question sur la sortie médiatique des classiques du RPG, elle a été répondue de façon ferme et souple. Ferme parce que souple parce qu'il a dit que c'était pas une chasse aux sorciers, mais en même temps, il a affirmé qu'il ne craignait absolument rien. Parce que nous avons demandé s'il y avait une sorte d'attitude qui les effrayait, est-ce qu'ils pouvaient craindre des manœuvres subversives de la part de ces classiques. Il a affirmé qu'il ne craignait absolument rien. Donc c'était un message ferme pour ceux qui savent le décoder. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à demain à la prochaine conférence du RPG en cassé, en tout cas dans le format que nous avons suivi la fois dernière. Ensuite, sur la question des partis politiques, également, il y avait une fermeté sur la fermeté avec les leaders des partis politiques. Est-ce que vous avez senti, comme moi, la violence de cette formule? Regardez, il disait, nous sommes compris. Nous nous sommes compris. Moi, je sens beaucoup de, beaucoup de choses dans nous sommes compris. Oui, mais en affirmant déjà qu'il n'y a pas que les partis politiques en République de Guinée, en mettant en avant d'autres composantes sociales, je pense que c'est un message qui signifie assez de choses. Bon, pour ceux qui seront bien entendu comprendre. Donc, je pense qu'il y avait le bon message et le bon messager. Et l'essentiel, c'est que nous puissions aller de l'avant et que cette transition, qui est celle de tous les Guinéens, puisse se passer dans des conditions idoines. Le bon message, le bon messager, c'est les mots de Moussa Moïse. Vous restez donc avec nous. Nous arrivons au moment où nous devons assumer nos obligations commerciales. Restez avec nous, continuez de réagir. Vos messages seront relayés dès la deuxième partie de cette émission. On se retrouve juste dans 10 minutes. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.